Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres à la une de l'actualité. Le colloque de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a refermé ses portes à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les experts ont examiné durant 3 jours 20 années de mise en œuvre de la politique agricole de l'Union. Les travaux ont été sanctionnés par des recommandations, 8 au total, qui visent à renforcer la politique agricole de l'UEMOA. Dans le but d'améliorer leur collaboration, l'administration fiscale et les acteurs du binôme café-cacao se mettent d'accord sur les procédures de contrôle des prix de transfert. C'est donc peut-être la fin très prochaine des mésententes nées de l'intégration des règles et principes de contrôle des prix dans le dispositif fiscal ivoirien. L'atelier sur ce contrôle des prix de transfert a été initié par le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Et puis, en Pologne, les sondages à la sortie des urnes donnent vainqueur des législatives. L'opposition centriste pro-européenne, elle a battu les populistes nationalistes au pouvoir et l'extrême droite réunie. Ces législatives sont jugées cruciales pour l'avenir européen du pays. Le taux de participation a été élevé, 72,9%, un record absolu depuis la chute du communisme en 1989. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Nous vous le disions à l'instant, 3 jours, c'est le temps qu'il aura fallu aux experts de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour examiner 20 ans de politique agricole. Réunis à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ils ont relevé les insuffisances de la politique agricole de l'Union, mais aussi et surtout fait des recommandations, 8 au total, dont la finalité, vous allez le voir, est de renforcer la politique agricole de l'UEMOA. Le reportage de Léon Brou. 72 heures à décrypter l'intervention de l'UEMOA dans le domaine agro-silvo-pastoral et halieutique, puis le colloque note des avancées de la politique agricole de l'Union. Hausse annuelle de 6% des productions, couverture à 80% des besoins alimentaires. Les faiblesses portent sur l'absence de suivi-évaluation, l'insuffisance de synergie des interventions de l'Union, le timide financement de l'agriculture aussi, même si 2011 consacre l'opérationnalisation du FRDA, le Fonds régional de développement agricole. Sa mise en œuvre n'a connu qu'un début d'exécution, avec les bonifications de taux d'intérêt de prêts d'États membres sur le renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles et les investissements régionaux et institutionnels. Des programmes importants ont été réalisés pour un montant de près de 96 milliards de francs CFA sur la période 2011-2022. Le colloque fait 8 recommandations, panacées des acquis et perspectives identifiées, ainsi que les orientations des récentes consultations nationales et régionales menées par l'UEMOA, de quoi susciter un nouvel espoir chez les États membres, les organisations professionnelles agricoles et même la recherche scientifique. D'habitude, on fait les politiques agricoles sans vraiment les acteurs. Mais aujourd'hui, on a vu qu'on nous a appelés, on nous a impliqués. Donc, tout ce qui va se faire dorénavant se fera avec nous. Je profite pour lancer un appel au président Ouattara, qui a fait beaucoup de choses pour la région. Nous voulons qu'il prenne ce dossier parce que nous savons qu'est-ce que la Côte d'Ivoire représente dans la région. Il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Il y a des choses que l'Union ne doit pas faire, c'est les États qui doivent le faire. Mais il y a des choses, c'est mieux de le faire avec l'Union pour un peu harmoniser nos interventions dans la sous-région. Élaborée, appliquée et suivie dans la vision du colloque de Ouagadougou, la prochaine politique agricole de l'Union devrait en effet aider à répondre à 3 questions: sécurité alimentaire, lutte contre la pauvreté, développement socio-économique dans l'espace UEMOA. Et puisque nous parlons de l'agriculture, c'était extrêmement important pour le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. L'administration fiscale voudrait préciser sa position et clarifier les méthodes utilisées pour le contrôle des prix de transfert dans le secteur du café-cacao. Les incompréhensions et les difficultés entre l'administration fiscale et les opérateurs économiques, particulièrement ceux du domaine des matières premières, devraient donc connaître une fin. Ils se sont accordés lors d'un atelier sur les procédures de contrôle des prix de transfert. On voit cela avec l'ancien Bakayoko. Administration fiscale et sociétés opérant dans le secteur du café-cacao autour d'une même table pour aplanir les divergences nées du contrôle de transfert de ces matières premières. Principal point de divergence, la politique de commercialisation du café et du cacao.
Il s'agit pour l'administration fiscale de clarifier les méthodes utilisées et s'accorder avec les acteurs sur les procédures. La conclusion naturelle, c'est qu'on puisse avoir une convergence de vues et qu'à partir de là, on puisse avoir, on va dire, des rapports sains, non conflictuels. Le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que l'État continue d'avoir les ressources nécessaires pour financer le développement de notre pays. Sur les questions liées aux allégations de pression fiscale, le ministre Moussa Sanogo observe que le gouvernement est victime d'un faux procès. Le taux de 13% en vigueur, précise Moussa Sanogo, est d'une faiblesse qui oblige l'État à aller chercher les ressources supplémentaires à l'extérieur. Une situation que le gouvernement cherche à juguler. La lutte contre le travail des enfants se renforce. À Soubré, dans la Nawa, une rencontre bilan a été initiée récemment par l'ANADER. L'Agence nationale d'appui au développement rural dresse le bilan du projet Work No Child Business. Entendez, le travail n'est pas une affaire d'enfants. Le projet a permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir des avancées très notables dans le combat contre le travail des tout-petits. Patricia Omouitia. Le projet Work No Child Business s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Pour le coordonnateur du projet, l'objectif est d'apporter des solutions durables pour les enfants et les familles. Le programme TPAE n'avait pas l'ambition de mettre fin au travail des enfants. Mais les leçons apprises à l'occasion de sa mise en œuvre pourraient aider à faire des progrès. C'est vraiment le sens des différents programmes que nous essayons de mettre en place. Le projet a été exécuté dans les départements de Buyo, Guéyo, Méagui et Soubré grâce à la coopération de l'ANADER et l'ONG Association des enfants et travailleurs de Côte d'Ivoire. Ces activités sont entre autres la sensibilisation de 133 communautés sur les droits et le travail des enfants. Octroi de jugements supplétifs à des enfants n'ayant pas d'extrait de naissance pour plusieurs raisons. Les actions de sensibilisation ont touché 133 communautés sur les droits et le travail des enfants. 760 familles vulnérables ont bénéficié des filets sociaux et 750 familles vulnérables ont eu un soutien pour des activités génératrices de revenus. Des résultats appréciés par l'ensemble des parties prenantes. Ils ont encouragé les responsables du projet et son importance dans la réduction du travail des enfants dans la région de la Nawa. La deuxième édition du Salon Afrique-Canada, Immigration et Investissement a ouvert ses portes à Abidjan jeudi dernier. L'événement a duré 3 jours durant lesquels le salon s'est transformé en un espace de réseautage, d'information et de collaboration dans le domaine de l'immigration entre l'Afrique francophone et le Canada. C'est ce que nous montrent Sephora Zegui et Désiré Inyamou. Étudiants, hommes d'affaires et chefs d'entreprise réunis à l'occasion du SACI, Salon Afrique-Canada Immigration et Investissement. De 2002 à 2012, il y a eu 12 000 décès dans le désert parce que certains ont fait le mauvais choix. Donc nous là-bas, avec tout ce qu'on a comme structure sur place, on se dit pourquoi ne pas apporter l'information vraie. Un rendez-vous pour mettre en relief les atouts et opportunités d'investissement entre l'Afrique et le Canada. Je ne prends pas cette opportunité que le SACI m'offre et j'ai obtenu toutes les informations dont j'avais besoin. Tout ce qui était flou dans mon esprit, en tout cas, je les ai obtenus et ils m'ont vraiment bien reçu. Les collèges au Canada proposent des formations pratiques et professionnalisantes dans plusieurs domaines. Donc, c'est très pratique qui permet une intégration au marché du travail. La deuxième édition de cette tribune du donner et du recevoir est axée sur le thème « Partenariat gagnant-gagnant pour un avenir économique prometteur entre l'Afrique et le Canada ». Nos jeunes qui partent et qui souhaitent partir, je crois qu'il y a des canaux qui sont offerts et je crois que le Canada est un de ces pays qui permet à toute cette jeunesse de ne pas aller s'engager sur la voie de l'immigration irrégulière et illégale, mais de pouvoir s'engager dans un choix de vie préparé, organisé pour pouvoir aller dans un pays comme le Canada. Et là, on ne parle pas uniquement de migration au Canada, on parle de formation, on parle d'investissement de la diaspora. Nous voulons appuyer la création d'opportunités, de création d'emplois en Côte d'Ivoire. 2023, c'est l'année de la jeunesse. La jeunesse se forme, il faut offrir des opportunités à la jeunesse. Plus de 3000 personnes ont pris part à l'édition 2022. Au menu, conférences, panels, rencontres B2B et partage d'expériences sont les activités à découvrir pour vivre des expériences enrichissantes au SACI 2023.
Quelles sont les procédures de dédouanement des matériels et équipements permettant de faciliter la recherche? Les enseignants-chercheurs ont obtenu une réponse à la question. C'était lors d'une conférence organisée par le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. La conférence faite par l'administration douanière a instruit les participants sur les dites procédures. On en sait un peu plus avec Frédéric Oulayi et Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire entend faire de la recherche scientifique le maillon de son développement socio-économique et culturel. Une ambition qui fait germer chez les enseignants-chercheurs des projets porteurs de solutions aux problèmes sociaux. Ces universitaires se heurtent souvent aux procédures de dédouanement du matériel et d'équipement pouvant faciliter l'aboutissement de leurs projets. Le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, dont l'engagement porte à soutenir les initiatives de recherche et d'innovation, met à contribution l'administration douanière. L'agent douanier, au cours de son intervention, a présenté les dispositions de l'annexe fiscale et les procédures de dédouanement. La conduite en douane consiste à amener votre marchandise vers un bureau de douane. La douane enregistre et surveille cette marchandise-là. Le délai qu'on peut réglementer, c'est un délai de 30 jours. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et le FONSTI, cette conférence est une opportunité de renforcer les mécanismes de la compétitivité des entreprises. La plupart des équipements et matériels dans nos laboratoires de recherche actuellement en Côte d'Ivoire est importé de l'extérieur. Pour remédier à cette situation, nous avons demandé à la Direction générale des douanes de nous proposer un de ces cadres pour former nos chercheurs et enseignants-chercheurs à maîtriser les procédures de dédouanement des matériels et équipements de recherche. Apporter tout notre soutien au FONSTI pour ces genres de formation, pour que les chercheurs et les innovateurs puissent avoir le maximum de chances pour faire prospérer leurs produits et leurs inventions. L'exposé mené par l'administration douanière a suscité un intérêt particulier chez les lauréats du FONSTI ainsi que chez les universitaires. Les échanges ont porté sur les questions d'exonération douanière, de l'importation et achat d'équipements de produits consommables. L'actualité, c'est aussi la première édition du Global Africa Women Impact Forum. La rencontre avait pour thème Femmes et entrepreneuriat numérique, défis et opportunités de l'innovation pour la croissance économique. C'est un forum qui veut contribuer à l'évolution de l'économie numérique en Afrique, mais également à l'émancipation des femmes qui joueront un rôle central dans cette révolution numérique dans notre pays. L'initiative est de l'Organisation internationale de l'innovation pour des territoires et industries durables. Patricia Oumouetia. Accompagner les femmes entrepreneurs dans l'utilisation du numérique comme levier de croissance, augmenter le taux de bancarisation de la femme africaine, c'est l'objectif de l'Organisation internationale de l'innovation pour des territoires et industries durables. La première édition du Global Africa Women Impact Forum vise à offrir aux femmes entrepreneurs l'opportunité d'accroître leur visibilité auprès des investisseurs et des acteurs des secteurs privés et publics. C'est de dire aux femmes qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat numérique, n'hésitez pas, nous mettons à votre disposition tout d'abord une plateforme d'échange, un événement. Il faut savoir que le GAWIF doit donner naissance à un recensement de ces femmes et de ces projets impliqués dans l'innovation numérique. Pour les responsables d'entreprises, cette opportunité qu'offre ce forum doit amener les femmes entrepreneurs à prendre conscience de l'importance du numérique dans leur business. On devient analphabète si on n'a aucune notion du digital. Donc il est important déjà que les femmes s'initient à tout ce qui est numérique et digital et puissent convertir leurs entreprises dans ce domaine-là. Le numérique et la femme entrepreneur sont deux sujets importants qui contribuent au développement du pays, indique le représentant du ministre de la Communication et de l'économie numérique. Le numérique est un puissant levier pour le développement des petites entreprises. Et ça ne peut donc être qu'un puissant levier pour les initiatives féminines en termes d'entrepreneuriat. Donc nous encourageons cela fortement. Nous avons un programme de développement pour ces petites entreprises. Et évidemment, quand l'initiative est portée par des femmes,
nous sommes encore plus motivés. Cette édition du Global Africa Women Impact Forum est l'occasion de faire ressortir les différents enjeux et opportunités afin de permettre aux femmes d'être autonomes dans le secteur du numérique. Dans le chapitre éducation, il vous souvient qu'une violente tornade a décoiffé les écoles primaires de Zokolilé dans le département de Lakota. Depuis, les élans de solidarité envers les enseignants et les élèves de la localité s'enchaînent. L'UNESCO vient de faire un don en matériel pédagogique, une action sociale accueillie comme un véritable soulagement par les parents d'élèves. C'est ce que nous montre Khalil Diomandé. Une centaine de kits scolaires et du matériel bureautique pour redonner du sourire à la communauté éducative de Zokolilé, village de la sous-préfecture de Lakota. Ces dons de l'UNESCO sont consécutifs à une tornade survenue dans la localité le 4 mars dernier. 3 écoles primaires ont été impactées, les toitures décoiffées et le matériel didactique détruit par les eaux. Nous sommes pleinement conscients des défis auxquels les écoles primaires de Zokolilé ont été confrontées, en particulier les dommages considérables causés par les intempéries et la tornade. Cela m'a amené à prendre l'initiative de soumettre à l'UNESCO la demande d'aide d'urgence pour aider les enseignants à être équipés en matériel didactique. Nous, élèves des écoles de Zokolilé 1, 2 et 3, tenons à remercier l'UNESCO pour les dons qui nous permettront d'avoir un apprentissage de qualité. Nous exprimons notre infinie gratitude au cadre du village de Zokolilé, plus précisément à M. Sam Rakouboui. Aujourd'hui, nous avons reçu du matériel didactique qui va nous servir à débuter l'année scolaire dans de très bonnes conditions. Heureux de l'appui de l'UNESCO, le préfet du département de Lakota exhorte les élèves et le corps enseignant à s'engager dans la voie de l'excellence afin de mériter la confiance des donateurs. Les jeunes, travaillez bien pour que l'UNESCO soit fière de vous. Il faut apprendre à lire. C'est grâce à la lecture qu'on améliore sa manipulation de la langue de Molière. Les élèves de Zokolilé, à leur côté les autorités coutumières, prennent le pari de produire des résultats satisfaisants au terme de l'année scolaire 2023-2024. Docteur Sidiki Bamba, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et expert en propagande et manipulation de l'information politique, était l'invité du Dimanche Magazine à 13h. Voici un extrait de ce magazine qui était consacré au paysage politique de la Côte d'Ivoire, totalement dominé par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, depuis les dernières élections municipales, régionales et sénatoriales. Ils ont l'hégémonie du moment. La cartographie qui ressort, la photographie qui ressort, comme je le disais tantôt, leur donne en tout cas la part belle. Mais ils ne sont pas 90% de récupération de tout le territoire national. Selon les chiffres que j'ai, bon, ça va. En tout cas, ils ont maillé le territoire national. Ce qui est intéressant dans le cas du RHDP, c'est que dans les coulisses et de la manière dont les choses sont dites, ça semblait être un parti qui était cantonné en une région. Mais voilà qu'avec cette nouvelle cartographie, on constate que le régime au pouvoir maille en tout cas l'ensemble du territoire national. Et c'est de bon augure pour ce parti. Le propre de la politique, ce sont les récompenses qu'on donne à ceux qui ont milité avec nous. Il y a le côté de la compétence qui peut jouer, mais à un moment donné, la loyauté aussi joue. Le RHDP au pouvoir, donc les grands postes de la politique, forcément, seront occupés par le RHDP. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que pour ces nominations dans ces postes institutionnels, ce sont de nouvelles têtes qui viennent. Je ne dis pas que ce sont des hommes neufs, non, point du tout. Ce sont des hommes du Sérail qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité. Si je prends le cas d'Epiphane Zoro, Balo, c'est un poste pour lui taillé sur mesure. Il était au ministère de la bonne gouvernance et se retrouve aujourd'hui, disons, président d'une institution, ce qui est une bonne chose. On se dit qu'il faut qu'il ait les mains libres, qu'il puisse faire encore mieux que ce qu'il a fait au ministère. Ali Koulibaly, dans le paysage politique ivoirien, ce n'est pas un inconnu. Voilà, c'est un grand homme d'État. Il est au poste, pour moi, là où il faut être. Encore plus intéressant, c'est Dagri Henriette Diabaté. Des figures emblématiques du RDR, ensuite du RHDP, femme loyale qui a fait vraiment ce qu'il fallait pour la nation ivoirienne. Et toujours en politique, en images, la 16e réunion du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. 4 points étaient à l'ordre du jour, le bilan des activités du parti, le rapport du comité de gestion et de suivi des élections et la décision relative au 13e congrès du parti, puis les divers.
Dans l'actualité également, l'ensemble des conseillers municipaux réunis à Treichville, à la mairie, ont procédé à l'élection du maire et de ses adjoints sous la supervision de Germain François Goun, le préfet d'Abidjan. Ce sont 6 adjoints au maire qui ont ainsi été déclarés élus, en plus du maire sortant, à l'issue du vote des conseillers municipaux présents. Le reportage de Souleymane Donisangou, commenté par Moussa Konaté. Albert François Amicha, réélu à la tête de la mairie de Treichville. Pour la gestion de la commune les 5 années à venir, Albert François Amicha devra compter sur les 6 adjoints au maire, dont une femme élue à l'issue de ce premier conseil municipal. Nous constituons la municipalité. Il nous appartient avec le conseil municipal de prendre en compte les promesses de campagne des différentes équipes que nous pensons être bonnes pour notre commune, avec nous-mêmes notre programme pour que Treichville, qui aspire à un changement, les populations nous l'ont dit clairement pendant la campagne, nous puissions traduire cela dans les faits, mais dans l'unité. Une première réunion du conseil municipal de Treichville après le scrutin du 2 septembre dernier. Le préfet d'Abidjan s'est félicité de la bonne ambiance qui a prévalu lors de la séance. Le conseil municipal vient d'être installé et également la municipalité, c'est-à-dire le maire et ses adjoints. Et à partir de cet instant-là, le conseil municipal devient opérationnel. Maire de la commune de Treichville depuis 1996, Albert François Amicha et son équipe s'engagent à renforcer les actions de développement pour le bien-être des populations. Une note de musique dans ce journal avec ce concert live de Kadjim le samedi 7 octobre dernier au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. L'artiste a tenu à marquer d'une pierre blanche ses 30 années de carrière musicale. Kadjim a placé ce concert, vous allez le voir, sous le signe de la reconnaissance à l'égard de ses fans et tous ceux qui ont contribué à l'évolution de sa carrière. Serge Pacom Didi, Khalil Diomandé. 30 ans que Kona Guillaume, plus connu sous le pseudonyme de Kadjim, parcourt la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde pour partager le message de l'unité, de l'amour et de la paix. Le chanteur du reggae marque un arrêt pour célébrer ce moment. 30 années, c'est une façon de faire un peu le point, de remercier tous ceux qui nous ont portés, tous ceux qui nous ont aidés à nous hisser jusque-là. Et puis ensuite se projeter. 30 ans de carrière musicale jalonnée par plusieurs albums à succès. Sur scène, une quarantaine de musiciens, des choristes, une trentaine de titres égrenés par hystérie, nostalgie dans la salle. Le public ne boude pas son plaisir. L'artiste est très prolifique. Et il a des textes qui sont très tranchants. Il y a une musique qui parle. Il chante une chanson en fait qui me touche particulièrement, c'est Marie-Jeanne. Du rythme, des flots, de la chorégraphie, le fils de Dia fait vibrer la salle. Belle solidarité artistique marquée par des duos. Kadjim a été mon idole, nous sommes fiers aujourd'hui, on dirait mission accomplie. Un concert que l'artiste place sous le signe de la reconnaissance envers les mélomanes et toutes ces personnes ont contribué à ce qu'il est aujourd'hui. C'est un reportage commenté par Abou Sanogo. Ayakassi à Tobrou, l'heure est à la prière. Les populations de la sous-préfecture ont organisé une journée de prière pour la cohésion et la paix retrouvée dans ce village. En 2022, un conflit intercommunautaire avait emporté les fils et causé des dégâts matériels considérables. À travers cette initiative, les populations enterrent la hache de guerre et sont désormais tournées résolument vers le développement. La cérémonie s'est déroulée le samedi 13 octobre. Le reportage de Herman Niamia. À Bongwa, sous-préfecture du département de Ayakassi à Tobrou. Dans cette localité de plus de 1500 âmes, un conflit intercommunautaire a éclaté au lendemain de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en août 2022. Ce conflit a occasionné une perte en vie humaine et d'énormes dégâts matériels. Pour ramener la paix et la cohésion sociale au sein de la sous-préfecture, les populations ont initié une prière œcuménique en octobre 2022.
La deuxième édition de cette prière, qui a lieu ce jour, vise à consolider la paix et la cohésion sociale retrouvée au sein de ce village. Pardonnez-vous les uns les autres. La paix ne peut régner que lorsqu'on ne se voit pas en chaîne de faïence. Vous vivez avec des communautés qui vous ont visité. Ils ne sont pas vos ennemis. Cheville ouvrière de cette cérémonie, le sous-préfet d'Abongwa, Arnaud Kwasi, a souligné que depuis l'initiative de cette prière pour la cohésion et la paix, les lignes ont bougé dans cette localité. Il nous revient de sources concordantes et fiables qu'après les séances de prière de la première édition, les décès ont baissé d'intensité dans le village et le succès s'est légèrement accru au niveau des examens et concours des enfants d'Abongwa. Parrain de cette cérémonie, le vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, Joseph Sekaseka, s'est réjoui de cette initiative qui ne peut qu'apporter la stabilité dans la sous-préfecture selon lui. Si nous voulons continuer à nous entendre, à nous développer, nous devons pratiquer le vivre ensemble. Et pour ce faire, chaque année, nous devons adresser des prières à Dieu pour qu'il accepte nos prières de consolidation et de paix. Au cours de cette cérémonie, les populations ont prié pour le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement et aussi pour la paix en Côte d'Ivoire. L'ambassade d'Espagne dans le pays a célébré l'indépendance de son pays. Plusieurs personnalités politiques ont pris part à cet événement. Au menu de cette fête également, le renforcement des liens entre notre pays, la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Le reportage de Eric Goré. Une mobilisation pour cet anniversaire de l'indépendance de la République d'Espagne à la résidence de l'ambassadeur. Plusieurs personnalités sont présentes pour marquer cet instant. L'Espagne, nous le savons tous, c'est un pays de sport. C'est le pays qui organisera très prochainement la Coupe du Monde. Nous avons été invités donc à prendre part à cette cérémonie, d'abord pour consolider les relations fraternelles, bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, mais nous sommes aussi surtout là pour approfondir l'exercice de collaboration que nous avons toujours eu avec l'Espagne en matière de sport. Aux côtés de l'ambassadeur, des ministres et des présidents d'institutions. Le message livré par l'ambassadeur d'Espagne met en exergue les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Le pays africain qui compte le plus grand nombre d'élèves d'espagnol. La promotion de la langue espagnole dans votre pays est un pilier de plus en plus essentiel de nos relations. Je voudrais rendre un hommage sincère à la sagesse et à la résilience du gouvernement et du peuple de Côte d'Ivoire. La stabilité politique et le climat de réconciliation nationale, les statuts de locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, les grands projets d'infrastructures réalisés et en cours d'achèvement, l'engagement en faveur de la légalité internationale sont autant de preuves de leadership de la Côte d'Ivoire. Une collation offerte aux illustres invités avec des mets made in Espagne, découverts avec beaucoup de plaisir par les convives. Nous sommes au terme d'une semaine riche en actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Retour sur ces 7 jours d'actualité. L'attaque du Hamas contre Israël n'entraînera pas une diminution du soutien de l'Union européenne à l'Ukraine, a assuré le porte-parole en chef de la Commission européenne. Éric Mamère a affirmé lundi que la crise israélo-palestinienne ne détournera pas l'attention de l'Union européenne de la guerre en Ukraine. Ce mardi, près de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes à l'occasion des élections sénatoriales, législatives et présidentielles du Libéria. Un scrutin au cours duquel le président sortant, George Weah, brigue un second mandat. Les décomptes des voix ont commencé ce mercredi. En Belgique, le procès de 2 anciens responsables rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis a repris devant la cour d'assises de Bruxelles. L'un des mis en cause, Pierre Bazabozé, est absent au procès car hospitalisé pour une quinzaine de jours.
L'ex-première dame du Gabon est incarcérée à la prison centrale de Libreville. Elle est en résidence surveillée depuis le coup d'État du 30 août contre Ali Bongo Ondimba. L'ex-première dame est accusée de recel, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Les populations de la bande de Gaza se réfugient dans le sud. Cela fait suite à l'annonce du gouvernement israélien. Une mesure condamnée par l'ONU et rejetée par le Hamas. L'État hébreu affirme avoir tué plusieurs dirigeants de la branche armée du Hamas, dont des responsables de l'attaque du 7 octobre. Ce samedi, en France, le musée du Louvre et le château de Versailles ont été évacués et ont fermé leurs portes. Un périmètre de sécurité a été installé par les forces de l'ordre. Une situation qui intervient alors que la France est en alerte urgence attentat au lendemain de l'attaque à Arras, où un enseignant a été tué et 3 personnes blessées. Ce dimanche, 29 millions d'électeurs polonais ont été appelés aux urnes pour renouveler leur parlement qui comprend 460 députés et 100 sénateurs. Ce scrutin décidera de l'avenir de la Pologne pour les 4 prochaines années. Le parti au pouvoir en Pologne depuis 8 ans joue un 3e mandat consécutif. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'information revient à 6h30 sur RTU1. Excellente soirée.